Salut, bienvenue dans ce troisième épisode de cette série. Après TF1 et France Télé, on va s'intéresser aujourd'hui à la première chaîne privée de l'histoire de la télévision française, Canal+. Et comme toujours, pour comprendre à qui appartient une chaîne, il faut en comprendre un peu son histoire, son ADN. Et l'histoire de Canal+ est faite de deux histoires en parallèle, celle d'André Rousselet et celle du service du développement du groupe Havas. Si vous ne connaissez ni l'un ni l'autre, ne vous inquiétez pas, c'est justement ce que je vais vous raconter. André Rousselet, c'est lui. Homme politique de gauche, d'abord sous-préfet, il est rapidement repéré par l'entourage de Mitterrand. Et il en deviendra son chef de cabinet au ministère de l'Intérieur de 54 à 55. Mais en plus d'un politique, André Rousselet est un homme d'affaires. Il deviendra d'ailleurs propriétaire de la compagnie de taxi G7 en 1960. Et les talents d'entrepreneur de Rousselet serviront à Mitterrand puisque c'est lui qui s'occupera du financement de toutes ses campagnes présidentielles. Si bien qu'en 1981, quand François Mitterrand devient président, il fait d'André Rousselet son directeur de cabinet. Un poste très important dans l'entourage du président. Il est dans les plus hautes sphères du pouvoir et conseille le président. Bon, laissons André Rousselet là où il est quelques minutes et intéressons-nous à l'autre côté, au service du développement du groupe Havas. Havas est un énorme groupe aux activités diverses. Une branche dans l'information qui sera divisée pendant la guerre pour former la fameuse agence France-Presse. Il y a une vidéo là-dessus, juste ici. Mais surtout, dans les années 80, Havas est une énorme agence de publicité. La plus grande. C'est aussi une agence de voyage d'ailleurs. Bref, Havas est un ogre. Mais un ogre possédé à 50% par l'État, suite à une nationalisation en 1945. Donc Havas est sous contrôle de l'État français. Et dans le groupe Havas, parmi les services existants, publicité, gestion, marketing, etc., il y avait celui du développement. Leur rôle, réfléchir à comment diversifier le groupe, aller sur de nouveaux secteurs. Et cette équipe au sein d'Havas, il faut la voir un peu comme des électrons libres. C'est un peu les geeks du fond de la classe qui suivent aucune règle, aucun code de l'entreprise et qui font des blagues à longueur de journée. Des jeunes créatifs et passionnés qui font des trucs dans leur coin. Au sein d'Havas, ils sont surnommés les ozos. Personne ne comprend à quoi ils servent. Ils passent leur journée à s'intéresser aux nouvelles technologies, à s'intéresser à des projets apparemment sans queue ni tête et dont aucun n'intéresse la direction. Seules 6 personnes travaillent dans cette branche. Parmi eux, le directeur de l'équipe, Léo Cher, mais aussi Antoine Lefébure. Et si vous avez bien regardé mes 2 vidéos sur les radios pirates, la tête d'Antoine Lefébure devrait vous être familière. C'est lui qui a été l'un des fondateurs et l'un des plus gros activistes du mouvement des radios libres. Et justement, en 81, sous Mitterrand, Georges Filiou, ministre de la Communication, projette de libérer les ondes et de mettre fin au monopole d'État à la radio. Et l'équipe du développement d'Havas se dit que si la radio tombe, la télé suivra. Il est envisageable à l'époque qu'une des 3 chaînes publiques françaises soit privatisée pour créer une nouvelle chaîne. Et réfléchir à une nouvelle chaîne de télévision, ça c'est une idée qui passionne le service du développement d'Havas. D'ailleurs, en y réfléchissant bien, ils ont souvenir d'un projet un peu comme ça d'il y a quelques années. Et en fouillant dans leur tiroir, ils le retrouvent. Ils déterrent un vieux projet de diversification dans l'audiovisuel. Celui fait au milieu des années 70 par un certain Jean Friedman. Riche homme d'affaires dans le milieu de la communication, c'est d'ailleurs lui qui a cofondé Europe 1, Jean Friedman avait une idée. Une ingénieuse idée. Les 3 chaînes publiques ne diffusaient pas constamment. Il y avait des heures de diffusion, souvent en fin d'après-midi et le soir, mais le reste du temps, il n'y avait rien. Vous allumiez la télévision, et il n'y avait pas de programme. Il y avait juste la mire. Et finalement, ce temps de vide était énorme. Et l'idée de Friedman, c'était de louer cet espace aux chaînes publiques pour y diffuser ses propres programmes. Et ainsi créer une sorte de 4e chaîne. Pas con le gars. Les programmes seraient encryptés et il faudrait se munir d'un décodeur pour pouvoir regarder cette chaîne. Bon, ça c'était sur le papier, parce que la technologie des décodeurs était déjà pas au point aux États-Unis, alors vous imaginez en France. Et justement, pour s'intéresser à l'aspect technique du système de diffusion de la télévision, Jean Friedman va se rendre chez TDF. Télédiffusion France. C'était l'organisme public en charge des infrastructures de communication en France. Les antennes radio, télé, multiplex, bref, tout ce qui techniquement permettait de diffuser de la télévision ou de la radio en France, c'était le rôle de TDF. Et au fil des discussions avec TDF, qui était au départ juste pour se renseigner, Jean Friedman va apprendre quelque chose qui va changer à tout jamais la télévision française. Les techniciens lui expliquent que pour passer la 2 en couleur, ils ont fait évoluer ce réseau, que pour la 3, en revanche, le réseau avait été créé dès le départ en couleur. Mais pour la 1, c'était différent. Comme on l'a vu dans les épisodes précédents, le premier réseau était très vieux et ça demandait beaucoup d'argent pour le faire évoluer. Alors plutôt que de faire ça, ils en ont créé un nouveau. La décision est prise de faire l'ensemble de ce système par ce qu'on appelle la duplication, c'est-à-dire que nous aurons effectivement des émissions conjuguées et parallèles en 819 lignes et en 625 pendant un certain nombre d'années jusque vers l'année 1980. Le gouvernement prenant la décision de déterminer à quelle époque on abandonnera le 819 lignes.
Donc TF1 était diffusé en noir et blanc sur le vieux réseau et en parallèle en couleur sur le nouveau. Sauf qu'il y avait de moins en moins de télé en noir et blanc. Le premier réseau, le vieux, allait donc finir par être abandonné. Et avec la technologie dans les années 70, ça coûtait beaucoup moins cher qu'à l'époque de faire évoluer ce réseau en couleur. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros ce que ça veut dire c'est qu'il existait potentiellement un quatrième réseau en France qui allait se libérer. Et donc, une quatrième chaîne. Et le plus beau dans tout ça, c'est que seul TDF était au courant. Le gouvernement français, lui, ne le sait pas. Friedman va alors monter un dossier avec son idée de départ, celle d'utiliser les horaires vides des chaînes publiques. Mais il va y inclure discrètement l'idée du quatrième réseau. Et comme il était proche de Giscard, alors au pouvoir, il va lui proposer. Au gouvernement, on n'est pas du tout là-dessus, mais bon, ça parle de communication, alors on va demander à Havas d'étudier le dossier. Mais le projet de Jean Friedman n'ira pas plus loin puisque les élections de 81 approchent et tout est gelé jusqu'à nouvel ordre. Pas de bol pour Friedman. François Mitterrand est élu président de la République. Et comme il était proche du président sortant, il l'a même d'ailleurs invité dans son chalet après sa défaite, le projet n'a jamais été dégelé. Voilà comment ce dossier se retrouve au fond d'un placard du développement et finit par être déterré par l'équipe. Entre le dossier de chaîne à péage sur un quatrième canal et la libération des ondes qui approchent, les oiseaux du développement savent qu'il y a un coup à jouer. Mais ce projet va se faire dans le plus grand des secrets. Une chaîne privée, commerciale, à péage, développée dans une entreprise d'État sous un gouvernement de gauche, si ça se sait, c'est de la haute trahison. Nom de code du projet, Canal 4. Mais quelques jours plus tard, l'existence de ce pseudo quatrième canal finit par s'ébruiter. Non pas chez Havas, mais au sein de TDF. Et ça finit par arriver aux oreilles des journalistes. Europe 1 balance l'info en premier et tout le monde demande des explications au gouvernement. Sont-ils en train de créer une chaîne en secret ? Va-t-on, oui ou non, vers une quatrième chaîne de télévision ? La question a été posée plus rapidement que prévu. Mais cette chaîne-là ne passerait pas par l'arrivée d'un satellite. Il s'agirait tout simplement d'utiliser un réseau qui se dépérit, le 819 lignes, celui de vos vieux postes de télévision. Le développement d'Havas retient sa respiration. Le gouvernement, par la voix de Georges Filiou, le ministre de la Communication de l'époque donc, explique que pour l'instant, rien n'est concret. La quatrième chaîne, c'est pour bientôt ? Vous appelez quatrième chaîne avec un peu de précipitation, ce qui pour l'instant n'est encore qu'un projet. Pour l'instant, il n'est pas question, la décision n'a pas été prise, d'arrêter l'exploitation de ce réseau. En réalité, s'il n'y a rien de concret, c'est parce que le gouvernement n'était même pas au courant de l'existence de ce pseudo-canal qui se libère. Tout comme les journalistes ou le reste des Français, ils l'apprennent aussi. Et après avoir éteint le feu de questions des journalistes, ils rangent cette affaire au fond de la pile. Le gouvernement à l'époque n'a ni le temps ni l'envie de s'occuper de ça. Il a la tête ailleurs, dans les réformes sociales que la gauche va enfin pouvoir mettre en place, alors pas le temps de penser à la télévision. Le service du développement d'Havas, lui, est soulagé. Ils ont le champ libre et un peu de temps pour imaginer cette fameuse chaîne. Et pour ça, il faut aller voir les rois de la télévision à péage à l'époque, les États-Unis. Et ça, toujours dans le plus grand des secrets, même le directeur d'Havas n'est pas au courant. Mais l'opportunité est trop belle pour l'équipe du développement. C'est un moment historique et ils veulent en faire partie. Mais pendant qu'ils font des allers-retours aux États-Unis pour étudier les chaînes à péage et monter un dossier de chaîne, le dossier de la quatrième chaîne remonte peu à peu sur la pile du gouvernement. Finalement, à y réfléchir, ce quatrième canal, ça peut servir. Offrir une nouvelle chaîne aux Français, ça rend populaire. Ça permet de distraire un peu la France, surtout après ses réformes. Sauf que justement, avec les réformes, le gouvernement n'a pas d'argent à mettre dans cette quatrième chaîne. Alors, ils vont étudier des solutions pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Réfléchir à comment faire, lancer des études, des recherches. Mais le président Mitterrand n'a pas le temps. Il veut que ça arrive vite. Cette popularité, il en a besoin. Alors, sans aucun projet concret, Mitterrand va annoncer en juin 82 la création d'une quatrième chaîne. Déjà est retenu celui d'une quatrième chaîne qui sera incessamment mise en œuvre. Ne nous lançons pas dans les considérations techniques à partir des réseaux qui partaient de l'ancien 819 lignes, par exemple. Enfin, l'ancien, il existe toujours. Il ne couvre plus son réseau, comme naguère. Et davantage vers des retransmissions, aussi vers des problèmes de culture ou d'éducation. Cela ne nécessitera aucune charge fiscale supplémentaire. Chez Havas, c'est le retour de la peur, et à juste titre. Car le gouvernement, qui veut que ça avance vite, va nommer un chargé de mission de la quatrième chaîne. Et il doit aller chercher des idées pour créer cette nouvelle chaîne. Et ce chargé de mission est envoyé chez Havas. Tout comme le dossier Jean Friedman, quand ça parle de communication au sein du gouvernement, on appelle Havas. Et évidemment, chez Havas, on aiguille le chargé de mission vers le développement. Et là, pour l'équipe, c'est la panique. Que faire? Tout donner au gouvernement? Leur projet n'est pas prêt. Et puis, comment justifie-t-il d'avoir travaillé en secret sur ce projet? S'ils en parlent au chargé de mission, le directeur d'Havas finira par l'apprendre et ils seront tous virés. Et surtout, le chargé de mission leur annonce que le gouvernement veut une chaîne éducative mais divertissante, culturelle mais populaire, avec beaucoup de programmes mais pas d'argent. Bref, de 1, ce
n'est pas du tout le même projet que Canal 4, que développe en secret le service du développement, et de 2, le gouvernement est juste complètement perdu et ne sait pas quoi faire. Et justement, c'est sur ça que l'équipe du développement va jouer pour gagner un peu de temps. Les garder dans le flou et faire patienter le gouvernement en leur faisant rencontrer plein de gens, en leur donnant de quoi réfléchir, mais surtout en leur montrant la difficulté que ce serait. Et en attendant, ils espèrent boucler à temps leur projet de 4e chaîne. Parce que leur seule porte de sortie pour ne pas finir pendu, c'est de présenter un dossier plus que complet. Concept innovant, grille de programme finalisée, aspect technique et fonctionnement de la télévision à péage, décodeur, gestion des abonnés, business plan, mais aussi taux de rentabilité potentiel. Bref, plus qu'un projet, pour réussir, il leur faut l'intégralité de la chaîne. Et le temps est compté. L'équipe en a gagné, mais pas assez. À peine 2 mois plus tard, en août 82, le président d'Havas est nommé vice-président du Conseil d'État. Il lui faut donc un remplaçant à la tête d'Havas, et comme c'est une entreprise publique, c'est au président que revient le droit de le nommer. Et Mitterrand va choisir André Rousselet, son directeur de cabinet et son meilleur ami, celui dont on parlait au début de la vidéo. C'est la direction du cabinet de M. Mitterrand qui change de titulaire. Quant à M. Rousselet, qui occupait précédemment la fonction, il vient d'être nommé à la tête de l'agence Havas. Voilà donc M. Rousselet en charge d'une sorte d'empire de la presse, de la publicité et du tourisme. Son portrait par Bruno Mazur. Seuls les initiés avaient identifié l'homme qui, aux côtés de Pierre Bérégovoy, a eu le privilège de partager physiquement l'émotion du nouveau président lors de son investiture le 21 mai 81. À 59 ans, André Rousselet est pourtant dans le sillage de François Mitterrand depuis 1954. Les mêmes initiés n'ont donc guère été étonnés d'apprendre que le président lui confiait la tâche de diriger son cabinet. La charge exige discrétion et fermeté, André Rousselet ne manque ni de l'une ni de l'autre. Passionné de technologie d'avant-garde, André Rousselet se retrouve à la tête d'un empire éminemment stratégique. Ce grand amateur de golf aura à cœur de montrer qu'il sait viser loin et juste. Rousselet étant un businessman, Mitterrand pense que ce rôle de président d'Havas est fait pour lui. Rousselet sait comment gérer une entreprise et il est connu pour sa dureté. Il n'hésitera pas à couper les têtes qui ne servent à rien. Et disons que l'image que renvoyait le service du développement n'était pas celui d'un groupe essentiel chez Havas. Encore une fois, ils sont en danger, mais là, plus que jamais. Ils devaient aller vite pour boucler leur projet, il faudra aller encore plus vite. Rousselet arrive en août 82 et même s'il prend le temps de trouver ses marques avant d'agir, il veut voir tout le monde et savoir ce qu'il se passe réellement dans cette entreprise. Il va passer en revue chaque branche d'Havas. Pour celle du développement, ce sera le 4 octobre. Et à entendre ce qui se dit chez Havas, Rousselet a vite compris que cette branche est inutile et il veut déjà la dissoudre. Ils n'ont que quelques jours pour boucler ce dossier Canal 4 et sauver leur tête. Le 21 septembre, une partie du développement s'envole une dernière fois pour les États-Unis. C'est là-bas et à ce moment-là que les dernières touches sont apportées et que le business plan est fait. Ils réécrivent la quasi-totalité du projet Canal 4 depuis leur chambre d'hôtel à Los Angeles. Après avoir passé la journée à rencontrer des spécialistes, des techniciens, des financiers de la télévision, des directeurs d'enchaîne, bref, ils enchaînent tout. En rentrant à Paris, leur valise est remplie de disquettes. Le dossier est mis en page, corrigé à la va-vite pour être prêt pour la réunion. C'est leur seule chance. D'ailleurs, la légende raconte qu'ils étaient dans une telle précipitation qu'ils ne se sont même pas rendus compte de la mauvaise qualité de l'impression qui aurait effacé la barre du 4 de Canal 4 pour en faire un plus, et donc Canal+. Bon, ça, ce serait qu'une légende. Quoi qu'il en soit, le jour de la réunion, Rousselet les attendait de pied ferme, se demandait à quoi pouvait bien servir ce service du développement. Après que tout le monde se soit présenté et essayé de justifier leur activité en vain, l'équipe tendra le fameux dossier Canal 4 à André Rousselet. Et Rousselet va le lire attentivement. Sur le résumé, on peut y lire « Pour le prix d'une soirée familiale au cinéma, Canal 4 offre à chaque foyer français la possibilité de voir 30 spectacles par mois, films, théâtre, sport, musique, sans aucune présence de messages publicitaires. » Rousselet va lire l'intégralité du dossier. L'aspect technique du décodeur, le business plan, la grille des programmes, tout. Étant meilleur ami et ancien directeur du cabinet de Mitterrand, deux choses vont lui parler dans ce dossier. Premièrement, il savait à quel point le gouvernement était perdu face à cette 4e chaîne. Et il savait que la force qu'il avait auprès du président Mitterrand pouvait transformer ces simples feuilles de papier en chaîne de télé. Il décidera de tenter le coup et sauve ainsi l'équipe du développement. Cette réunion marque le début officiel de Canal+. Il faudra attendre 2 ans plus tard, le 4 novembre 1984, pour voir les premières images de Canal+. Diffusé à ses premiers 186 000 abonnés et présenté par un André Rousselet, devenu patron de chaîne. Il est 8h, 4 novembre, ouverture de l'antenne de Canal+. Tous ceux qui nous ont fait confiance, en leur disant que nous ferons tout et nous mettrons tout en œuvre pour qu'ils ne soient pas déçus.
Aujourd'hui, Canal+ a grandi et c'est devenu un énorme groupe de télévision. 4 chaînes sur la TNT, Canal+, C8, CNews et C-Star. Mais c'est aussi l'offre Canal de 21 chaînes, des plateformes comme MyCanal et OCS, mais surtout une couverture internationale. Le groupe Canal+ est présent en Afrique, en Allemagne, aux Pays-Bas et dans une grande partie de l'Europe de l'Est en général. Sauf qu'entre-temps, le groupe Canal+ a aussi beaucoup changé en interne. André Rousselet a annoncé sa démission de président de Canal+, une fonction qu'il occupait depuis la création de la chaîne il y a 10 ans. Décision prise à la suite d'une recomposition de capital. Havas, la Générale des Eaux et la Société Générale, contrôlant désormais 48,7% de Canal+. Quand ils arrivent ce matin au siège de Canal+, les membres du conseil d'administration de la chaîne cryptée affichent tous une certaine gravité. L'ordre du jour, expédié en moins d'une heure, porte, il est vrai, sur le remplacement de l'homme qui a créé la chaîne voilà 10 ans, l'a conduite au succès et qui s'en va sous les ovations de son personnel. Premier mot du partant pour l'émotion. Vraiment, c'est pas le lieu de dire autre chose que ma tristesse. En 1994, André Rousselet perd la présidence du groupe suite à une décision des actionnaires, dont la Compagnie Générale des Eaux, qui deviendra Vivendi. Et Vivendi va continuer de racheter des parts dans Canal+. En 1999, ils en possèdent 49%, soit le maximum autorisé pour un groupe industriel. Mais surtout, Vivendi a 75% des voix du conseil d'administration. Bref, c'est les plus gros actionnaires du groupe. Et c'est donc à eux qu'appartient Canal+. Sauf qu'en 2012, grâce à une habile stratégie que je vous raconterai dans les prochains épisodes, les chaînes de la TNT Direct 8 et Direct Star sont vendues par leurs propriétaires à Canal+. Elles deviendront C8 et C-Star et marqueront l'arrivée du groupe Canal hors information sur la TNT gratuite. Et dans cette vente, le propriétaire de ces deux chaînes a récupéré des actions de Vivendi. Et cette personne-là, c'est Vincent Bolloré. Et Bolloré va continuer de racheter des actions chez Vivendi jusqu'à en prendre le contrôle en 2017. Et voici donc le nouveau propriétaire du groupe Canal, Vincent Bolloré. Tout ça a aussi permis à Vivendi de récupérer Havas dans l'histoire. Bon, oui, parce qu'entre-temps, ça a été privatisé et c'était à Bolloré. Mais Vivendi, propriétaire de Canal, c'est bien plus que ça. Ils sont également propriétaires de l'un des plus grands labels de musique aux États-Unis, Universal Music. Une énorme machine qui ont entre autres les Beatles, les Rolling Stones, U2, Lady Gaga, Drake et des milliers d'autres artistes internationaux. Vivendi était aussi propriétaire de SFR, d'où le mélange des deux avec à l'époque Universal Music Mobile. Mais SFR aujourd'hui ne leur appartient plus. Maintenant SFR est dans le même groupe que BFM, mais ça, on y reviendra dans un autre épisode. Mais Vivendi, c'est aussi l'éditeur de jeux Gameloft. Ils avaient également Activision Blizzard et Ubisoft, mais ils l'ont vendu depuis. Vivendi, c'est aussi Dailymotion, le groupe de maisons d'édition Editis, avec Plon, Robert Laffont, First Edition et beaucoup d'autres. Et Vivendi, c'est même l'Olympia, la fameuse salle de spectacle. Mais surtout, le groupe Vivendi a lui-même le groupe Bolloré comme principal actionnaire. Et le groupe Bolloré, c'est du transport, de la logistique et même de l'huile de palme. Oui, en étant actionnaire à 39% du groupe agro-industriel Socfin. Bref, Canal+, propriété du groupe Vivendi, lui-même propriété du groupe Bolloré, se retrouve au cœur de l'une des holdings les plus puissantes du monde. Ça peut avoir des bons côtés, comme un coussin financier bien présent, mais il y a aussi des mauvais côtés. Dans un groupe de cette taille, une forte rentabilité est demandée, au détriment parfois d'une ligne éditoriale ou d'une liberté de création. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est bien loin de la vision du dossier de Canal 4, créé en secret par les zozos du développement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à cette chaîne, c'est important, et puis comme ça vous aurez la suite de cette série. Et moi je vous dis à dimanche prochain 10h pour une nouvelle vidéo. Salut!